Salut à tous, bienvenue dans Backcheck. Si vous aimez les films d'horreur, il y en a eu ce soir sur les patinoires helvétiques, des séries de victoires qui se prolongent, il y en a eu aussi. On aura bien sûr des réactions à chaud d'époque, sont-ils rentrés dans le goal ou pas? Bref, on va pouvoir débattre de ça en compagnie de Stéphane. On est en compagnie de Cyril Page, en compagnie de Geoffrey Vauclair. Tiens, Cyril, qu'est-ce que tu vas retenir de cette soirée de hockey? Ce Langnau qui continue à nous épater et qui continue à grimper tout en haut du classement. Et puis Geoffrey, qu'est-ce qui t'a marqué peut-être dans cette soirée de hockey? Lausanne-Lugano. Lugano dominé n'est pas gagné malheureusement, et tant mieux pour Lausanne. Puis moi, je dis ça, je dis rien, mais je pense qu'à Davos, là, c'est vraiment l'enfer. Davos. La transition est toute trouvée, mais on a voulu relever le positif de notre image du jour. C'est la 4e victoire consécutive du Lausanne Hockey Club ce soir, symbolisée par ce game winning goal signé Joel Jenes. Quatre matchs au programme de cette soirée de National League. Le match studio que vous avez pu suivre, bien sûr, notre compagnie, notamment la rencontre entre le Lausanne et le HC Lugano. On va vous en parler d'ici quelques instants. Notre débat de ce soir qui portera sur un des joueurs du HC Lugano avec notre duo d'invités. On va parler de Benoît Yekier, mais avant cela, on va ouvrir les feux, messieurs, avec le CP Berne d'un côté, Rapperswil de l'autre. C'est presque un choc des extrêmes quand même. Le CP Berne, virtuel co-leader avec Bienne finalement, parce qu'il y avait deux rencontres en moins par rapport au HC Bienne avant ce match de ce soir face à Rapperswil. Bref, c'était déséquilibré sur le papier. C'est un peu montré aussi sur la glace, dira-t-on, même si Rapperswil a légèrement accroché au niveau du score, en tout cas, ce fameux CP Berne. Quoi qu'il en soit, après 3 minutes, paf, on commence, les feux sont ouverts, Geoffrey, et qui en tant qu'artificier, eh bien le top scorer est Bête. Bête, que j'adore. Toujours placé au bon endroit, il est bon dans les deux sens de la patinoire, mais on a vu aussi surtout la naïveté du défenseur de Rapperswil qui prend le puck, qui ne sait pas trop quoi faire avec, il le met du back-end un peu dans son dos et puis en fait il le donne pratiquement à l'attaquant de Berne, quoi. Donc ça, voilà, c'est un petit peu peut-être c'est pas facile d'aller jouer à Berne. Moi, j'aimais bien aller jouer là-bas, mais tu avais quand même beaucoup de pression des joueurs de Berne. Oui, en effet, il y a du monde du côté du CP Berne. Mouchak qui va doubler la mise. 17e minute de jeu à l'assist d'Arcobello, le 2-0. Voilà, les étrangers qui fonctionnent à plein régime. Une nouvelle fois du côté du CP Berne. Cyril Pache, pas grand-chose à dire, la machine est huilée. Ouais, et puis on voit que Arcobello, enfin on a toujours un peu l'image du buteur, mais c'est un joueur qui est aussi hyper habile pour aller gratter des pucks dans les coins, où tous les pucks qui traînent, ils finissent toujours sur sa canne, et là on voit que ça part de lui avec une bonne finition de Moursac. 2-0, la force tranquille pour le CP Berne après 20 minutes de jeu, et patatras, on est en deuxième période, on relève un peu le pied, on ne veut pas écraser son adversaire, on garde, et finalement, la pénalité d'Arcobello, vous allez voir, une cross-saute, Arcobello qui n'est pas du tout d'accord, et qui va prendre 2 minutes plus 2 minutes. Voilà, on va avoir réagi finalement. Il va dire ce qu'il pense à l'arbitre, regardez. Une cross-saute, c'est typiquement une cross-saute, c'est automatique, c'est accidentel. Mais voilà, il n'y a pas photo, il ne fait pas exprès, mais tu es responsable de ta canne. Voilà, Arcobello, il avait qu'une chose à faire, c'est de s'en aller au banc sans discuter. Puis avec M. Eichmann, évidemment, ça ne pardonne pas. Inès qui va marquer, regardez, paf, la petite déviation. Et surtout, la réduction du score, il reste à peu près 10 secondes à jouer, 2-1. Et surtout, on va dire, ça va empêcher Genoni d'avoir un nouveau blanchissage, parce que ce serait vraiment des chiffres stratosphériques. Geoffrey Vauclair depuis le début de la saison. Mais CP Berne à domicile, c'est quand même vraiment du solide. Oui, c'était du solide. Après, c'était sympa d'avoir Rapperswil qui revienne au score. Ça donne un peu de piment au match. Ness qui nous étonne aussi, hein, qui est pas franchement le joueur le plus spectaculaire qui est en Liga, mais il fait quand même un bon championnat avec Rapperswil. Disons que c'est un des bons marqueurs dans une équipe qui marque un but par match. Exactement, oui. Ils en font pas beaucoup. De buts, c'est catastrophique. Rapperswil, c'est 1,10 buts par match, quelque chose comme ça. On ne s'attendait pas beaucoup mieux quand même. Non, peut-être 2, je sais pas. Mais c'est vrai que 2 maintenant, c'est presque un exploit. En tout cas, ils vont quand même perdre le match sur le score de 3-1. Un seul but lors de la 3e période. Le but
but de la sécurité marqué par Arcobello. Assist de Moser. On va le voir, ce but, forcément, à un moment ou à un autre. En tout cas, c'est 3-1. Voilà, c'est la Messédite, Berne qui va gérer finalement le score. Un puck qui finit dans la lucarne de Niffeler, peut-être légèrement dévié quand même. Oui, je sais pas, le jeu... Trajectoire, en tout cas, un peu c'était pas bizarre. très orthodoxe comme jeu. Regardez, le puck est sautillant, il leur donne sautillant. Et puis, il a semblé il sautille dévier. toujours, il aime bien sautille toucher. toujours, puis il finit dans la lucarne. Mais ça, c'est pas comment, c'est combien, encore une fois. Et puis, Arcobello, ben voilà, c'est comme un bête. Ces joueurs de talent, ils trouvent toujours une façon de marquer. Puis voilà, ils ne se posent pas de questions. Regarde, chanceux. Chanceux, honnêtement. Là, sur cet angle-là, on peut dire but chanceux. Mais. Ouais, 3 buts, 3 étrangers qui marquent du côté du CP Berne. Ils sont là aussi pour ça. Ils gagnent 3-1. Ils font le boulot, en effet, 3-1. Pas grand-chose à dire, mais on va quand même écouter une réaction à l'issue de cette nouvelle victoire du CP Berne. On va retourner du côté de la Post Finance Arena pour écouter Grégory Chiaroni. C'était important ce soir, après les 2 défaites contre Fribourg et Lugano, de battre Rapperswil. Oui, exactement. C'était dur, mais c'est beau qu'on a gagné. On a 3 points maintenant. Par rapport à la manière, vous êtes satisfait? Oui, on n'a pas fait notre meilleur match, mais je crois que c'était important les 3 points ce soir. Et après, là, on doit être prêt pour demain. Justement, demain, il y a ce match contre Bienne. Est-ce que vous avez un petit peu gardé des batteries ce soir? Ouais, c'est... Non, je ne crois pas parce que nous, on est venu de 2 matchs qu'on n'a pas joué bien. Et après, on a dit maintenant, on doit absolument gagner ici. Et maintenant, on a la tête pour demain. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. C'est clair. Super, Tranquille, Grégory Chiaroni. super heureux, hein, les gars. Super heureux d'avoir gagné. 3 points, et puis tout va bien. C'est des entrevues comme ça que vous faites, vous, pour votre journal, là, c'est comme ça? Les gars sont bavards comme ça? Là? Ouais, ça dépend. Il y a des, ça dépend si vous allez parler à Julien Vauclair ou à Goran Bézina. Vous n'êtes jamais déçu. Hein, ah, d'accord, il y en a pour compenser. Ouais. Il y a une loi de la moyenne aussi Voilà, là-dedans. Il y a un petit peu plus de biscuits. Non, par contre, ce que je voulais relever, depuis quelques matchs, il y a un joueur qu'on ne voit plus du tout à Berne, ou, enfin qui produit plus trop, c'est Thomas Ruffenhardt, qui est vraiment à la peine ces temps. L'année passée, il a déjà connu une saison moins bonne que l'année d'avant. Et puis cette année, il a recommencé à japper, quand les arbitres sont là, etc. Je l'ai vu avec Slater les derniers matchs. Il est toujours pris bec avec tout le monde. Ça, c'est son style. Quand il ne fait pas de points, il part. Ça compense un peu. Un mot sur Rapperswil quand même, messieurs, qui continue, j'ai envie de dire, son chemin de croix. Hein, Geoffrey Vauclair, là, voilà, un petit but. Stéphane sortait la boutade du nombre de buts par match avec un but seulement pour Rappi. C'est compliqué quand même. Hein. Là, on a pourtant allé chercher un nouvel étranger du côté de Rapperswil aussi, qui affrontera Fribourg demain, Daniel Christo. Pas beaucoup vu, en tout cas, ce soir. Ah, écoutez, on s'y attendait. Hein. On savait très bien que l'équipe qui monte de la National League à la Suisse, enfin de la Swiss League à National League, c'est très compliqué. Moi, je dis souvent, est-ce qu'on ne devrait pas une fois fermer cette ligue pour justement aider les équipes qui arrivent comme ça maintenant à pouvoir se préparer, à pouvoir former une équipe qui est quand même compétitive, parce que là, ça peut être long, hein. Ça peut être long comme saison. Parce que c'est déjà long. Ouais. mais ils n'ont pas pris une volée, là. Ils n'ont pas été ridicules, mais aussi, il y a l'effet d'aller jouer à Berne. Tu as envie de bien faire, tu joues contre une grande équipe, tout le monde t'attend, tu joues devant 17 000 spectateurs, donc ça les encourage. Mais voilà, est-ce qu'ils ont les armes pour rivaliser? Ça, j'en suis un peu moins sûr. Compliqué aussi de faire quelque chose du côté de la capitale quand vous êtes mené au score après 3 minutes de jeu. C'est pas évident forcément. Du hockey de rattrapage. Exactement. Voilà, exactement. Allez messieurs, on va parler de notre match studio et avant ça, on va lancer notre débat de ce soir entre nos 2 invités. On va parler de Benoît Yecker. Benoît Yecker qui a donc signé, faut-il le rappeler, cet été du côté de Lugano. Il avait signé à Cloton. Son contrat était caduc puisqu'évidemment Cloton était descendu en Swiss League. Il a finalement signé du côté du HC Lugano. Temps de jeu de Benoît Yecker ce soir. 8,47 exactement. 8 minutes et 47. Parce que son temps de jeu, depuis le début de la saison, il joue en moyenne 13 minutes par match, peut-être un petit peu moins avec la moyenne de ce soir. C'est un gars qui joue 11 minutes à 5 contre 5 et 2 minutes à 4 contre 5. Donc, il est utilisé comme un 6, 7, 8e défenseur. Notre débat de ce soir, vous l'avez compris, porte sur Benoît Yecker. Benoît Yecker a-t-il fait le bon choix en signant du côté de Lugano? Nos 2 invités s'affrontent ce soir. Geoffrey Vauclair, votre avis sur 30 secondes.
Alors je pense que Benoît a bien fait de signer à Lugano parce que de toute façon il faut toujours avoir l'ambition quand on est sportif de haut niveau. Il a eu l'occasion d'aller dans un club qui a été finaliste, un club qui veut gagner des titres et je pense qu'il n'y a pas de honte à se mettre peut-être en difficulté en sachant que tu vas jouer dans un grand club en jouant peut-être moins. Mais on sait que dans une carrière de joueur, tu as des hauts, tu as des bas. Là peut-être c'est un petit peu plus difficile pour lui. Mais à mon avis, sur la longueur, tout va se régulariser. Cyril Page, Benoît Yecker a-t-il fait le bon choix de signer à Lugano? Votre avis? Non, pour moi, il a pas fait le bon choix. C'est beaucoup plus... disons que c'est une succession de mauvais choix qu'il a fait. Le premier étant d'avoir signé à Cloton. Et après, Cloton a été relégué. Donc finalement, il s'est retrouvé à Lugano où il ne joue pas beaucoup. Quand il est parti de Bienne, c'était à une période où lui n'avait pas un bon rôle, ce qui l'a encouragé à signer ailleurs. Et je pense qu'il aurait dû rester plus patient. En fait. Moi, je pense que Geoffrey... Je peux intervenir? Vas-y, Stéphane. Geoffrey, tu t'es pas fait beaucoup d'amis ce soir. Parce que moi, si j'ai bien compris tes propos, tu es en train de me dire qu'il est parti de Bienne pour aller dans un grand club. Ça veut dire que Bienne n'est pas un grand club. Non, mais ouais, dans le fond, ouais, c'est vrai. Non, mais je voulais pas... Non, il n'est pas parti de Bienne, il est parti de Bienne pour aller il était à Cloton. Hein. Ouais. Et puis je pense que quand son contrat arrivé caduc, je ne suis pas sûr que Bienne ait voulu le récupérer. Après, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu comme offre. Moi, je pars toujours du principe que quand on est sportif, il faut de l'ambition. Il y a des joueurs qui ont fait des choix de carrière de jouer dans des clubs plus bas pour avoir un temps de jeu puis être plus sur la glace. Moi, personnellement... J'aurais fait le même choix que lui. Je te taquine, évidemment. Voilà, non, mais parce que on verra ça plus tard. Il y a des gens qui vont nous écrire pour dire bah, Bienne est au-dessus de Lugano au classement, donc c'est un plus grand club que Lugano. Non, mais je t'embête un peu. J'habite pas très loin de là, donc il faut que je fasse attention, effectivement. Je passe là régulièrement, faut faire attention. Mais enfin, quoi qu'il en soit aussi, messieurs, en ce qui concerne Benoît Yecker, ça ne va pas être simple comme saison à vivre en tant que joueur, on est d'accord, Cyril Pache. Vous sortez quand même une grosse saison avec Bienne, vous avez le meilleur plus-minus de la Ligue, vous faites un duo... Cette année, là, le pire. Vous êtes un super duo avec notre ami Beat Forster, et là vous vous retrouvez à Lugano à jouer un petit peu à la 5e roue du carrosse finalement en défense. Bon, après, là, on est quand même au début de la saison, il peut se passer encore beaucoup de choses, il peut y avoir des blessés, son rôle peut aussi changer comme il avait changé à l'époque à Bienne quand il avait décidé de partir justement. Il a commencé à jouer avec Forster après avoir signé à Cloton. Donc là il est au début, ce qu'il faut c'est être patient. Et puis, je pense qu'il doit aussi prouver justement qu'il a sa place et qu'il mérite un meilleur rôle dans cette équipe. À voir justement à l'évolution de Benoît Yecker du côté du HC Lugano. Merci beaucoup messieurs d'avoir participé à ce débat. On va replonger dans la rencontre de ce soir si vous le voulez bien. On a connu 20 minutes de feu, 20 minutes pour les spectateurs, sur place bien sûr à Malais, pour les téléspectateurs aussi. Ça c'était un jeu nord-sud comme on dit, hein, Stéphane, ça allait d'un but à l'autre, très NHL, genre allez, on drive le net, on met le puck au goal, et finalement à ce petit jeu, c'est Lausanne qui va passer l'épaule dans ces 20 premières minutes en réussissant quoi ? Pas au niveau de la statistique des tirs, il y avait 19-15 à la fin des 20 premières minutes en faveur de Lugano. Oui. Mais par contre, au niveau de l'efficacité, on avait parlé si vous étiez avec nous au début, marquant 2 fois. Ça, c'est une entrée de zone typique. On a marqué les 2 buts de la même façon. On est rentré plus ou moins 3 contre 2. C'est le joueur du milieu qui a fait reculer le défenseur. Et c'est lui, sur cette action, Mitchell, qui met la main sur le rebond. Un repli défensif un peu nonchalant de la part des attaquants sur cette séquence-là. Mais évidemment, Lausanne a traversé la zone centrale avec beaucoup de facilité tout au long de la période, ce qui a donné du jeu enlevant et des montées à l'emporte-pièce. Si on en a parlé. Absolument. 1-0 et le 2-0, ce fameux but de Genasi qui sera finalement le game-winning goal. Et là, on se dit, Geoffrey Vauclair, Lausanne, parfait. Ils vont finir le tiers 2-0. Ils font exactement ce qu'il faut faire face à cette équipe de Lugano. Jusque-là, tout était parfait pour Lausanne. Et c'est là qu'on voit la beauté du hockey. Hein. Justement, ils marquent ce 2-0, je pense, à 2-3 minutes de la fin du tiers. Et puis derrière, ils vont prendre le 2-1 à 30 secondes de la fin du tiers. C'était beau pour la suite du match, mais on va voir qu'à la suite, Lausanne, c'est un petit peu... On aurait dit qu'ils ont commencé un petit peu à avoir peur, à trembler. Et Lugano a pris le jeu en main. Ils s'en sont quand même super bien sortis ce soir. C'est vrai, on va le voir justement, ce but de l'espoir marqué par le HC Lugano, par qui? Par l'inévitable Grégory Hoffman, il marche sur l'eau. Grégory Hoffman, Cyril Pache, véritablement cette saison, il est parti sur un rythme au niveau des goals qui est absolument excellent.
Oui, encore, il a eu beaucoup de peine en début de saison. Hein. Il a mis quelques matchs avant vraiment de trouver son rythme. Mais là, on voit enfin, il a l'instinct de buteur. En plus, là, un très bon premier shoot. Il suit son puck. C'est parfait. Le 2-1, le but de l'espoir, le but peut-être que Lausanne n'aurait jamais dû encaisser, en tout cas ce qui nous a donné ensuite un scénario de match très particulier, Stéphane. On a vu un LHC conquérant pendant 20 minutes de jeu, et ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont garé le bus, comme on dit, devant le goal. Ils ont fait comme au bougé. foot italien, ils se sont barricadés en défense, ils ont entendu que ça passe à 2-1, puis ils se sont dit on va gagner par un goal. Ouais, Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Évidemment, je caricature, mais c'est vrai qu'on les a sentis très passifs. On a été dominés au niveau de la possession de la rondelle, etc. On s'est cantonné en défense et ça a marché. Ça a marché, mais ça a failli ne pas marcher quand même. Rappelez-vous, on est en fin de deuxième période et il y a cette grosse occasion pour Romain Lefeul qui va finalement toucher, pam, du poteau. Alors avec des scies, bien sûr. Meilleur ami du gardien. Ce qui était sûr, c'est que quand même du côté du Gano, messieurs, Cyril Pache, on avait fait presque tout juste. On avait évité les pénalités, on avait vu que Lausanne était très fort en supériorité numérique le match d'avant face à Genève, 4 sur 6 au niveau de la réussite en supériorité numérique. Le Gano a calmé ses nerfs. On a parlé d'Hoffmann, un joueur qu'on n'a pas vu, Lapierre. Oui, il a eu un match difficile, Lapierre, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas entendu son nom très souvent. C'est vrai qu'il n'a pas autant d'influence que quand il affûte l'adversaire. On ne le sentait pas vraiment dans le match, quoi. Je pense que c'est un joueur qui a besoin un petit peu d'évoluer sur le fil du rasoir. Et là, il ça n'était manquait pas dans quoi? le coup. Voilà. Ça manquait un peu d'émotion. C'est un joueur à émotion, finalement? Je pense que c'est un joueur, pour être vraiment bon, il doit jouer fâché, en fait. Et là, je pense que peut-être ce soir, il avait un peu moins envie que d'autres soirs d'aller se frotter avec tout le monde dans l'équipe adverse. Manque d'énergie aussi peut-être, parce que c'est un joueur qui utilise beaucoup d'énergie quand il joue, donc au bout d'un moment il est quand même humain, tu ne peux pas aussi tout le temps... il y a toujours un peu des fois, comme on l'a dit avant, dans la saison où ça descend un peu plus. Voilà, c'est vrai qu'on l'a moins vu ce soir. On l'a moins vu, c'est vrai, messieurs. Et moi, je vous propose surtout de passer à vos tops et vos flops de la soirée, puisque c'était bien sûr notre match studio. On va peut-être commencer avec les tops. Tiens, Cyril Pache, votre top de la soirée. Le top, le gardien Luca Boltzhauser, qui gagne un 3e match en 4 titularisations. Il était blessé donc, mardi dernier à Genève. Et là, ce soir, il fait 36 arrêts, des arrêts importants quand Lugano commençait à reprendre le dessus. Et voilà, il est en train de démontrer que c'est une belle surprise devant les filets pour le LHC. Et on va continuer, bien sûr. L'alternance, c'est bien ça, Stéphane? Ouais. Christo n'était pas clair l'autre jour. On voyait avec la forme du jour, etc., etc. Moi, je pense que c'est vrai qu'ils n'ont pas de plan établi. Et puis je pense que là, moi, je suis Ville Peltonen. Boltzhauser m'a donné 3-4 bonnes performances de suite. Il a semblé conquérant dans son but, il a semblé agressif sur les shoots. Sur Kirsten, je trouve toujours qu'il est passif. Il est comme un robot. Et on dirait qu'il ne sent pas toujours bien le match, c'est mon avis. Un peu comme Maillère à Genève. Technique super, mais à un moment donné, on dirait qu'il ne sent pas le match. Boltzhauser, il a cette espèce d'arrogance, comme il est un peu en dehors de la glace d'ailleurs. Il challenge, il va, il a l'air de dire amener les shoots, etc. Il a l'air un peu arrogant comme ça. Et puis, ça désarme les adversaires. Il faut constater qu'il joue du très bon hockey. OK, ça c'était pour le top, bien sûr, du côté de Cyril Pache. Le flop du côté de Lugano, Geoffrey. Luca Fazzini, qui a un début de championnat très compliqué, qui était plutôt habitué à nous mettre 15-20 goals par saison. Puis là, on voit que c'est plus difficile, c'est vraiment plus difficile parce que tout simplement, il a perdu un peu sa touche magique pour les mettre au fond. Ce soir, c'était très compliqué. Je l'ai vu 2-3 fois avec le puck. Il perd facilement le puck. On sait que ce n'est pas un joueur qui est fait pour porter le puck. C'est un peu comme un Ovechkin. C'est un sniper. Il a besoin d'avoir le puck au bon endroit. Et voilà, il faut aussi un joueur qui t'alimente, quoi. Qui t'alimente. Peut-être qu'il y a moins de joueurs cette année à Lugano qui l'alimentent. Peut-être qu'il n'est aussi pas dans une bonne position. Quatrième bloc, et puis il joue dans le 4e bloc. Donc 4e bloc, t'es moins sur la glace. Il est sur le 4e bloc parce qu'il ne performe pas ou il ne performe pas parce qu'il est sur le 4e bloc? C'est toujours la même chose. Comme entraîneur, tu dis donne-moi-en, je vais t'en donner.
Mais comment voilà. tu peux lui en donner? Et Burgler qui est sur le deuxième bloc, il a la position un peu de la même que Fazzini finalement. Ou alors tu remets Hoffman, Fazzini, puis tu mets un centre avec les deux, c'est aussi une possibilité. Mais déjà l'année passée, hein, il y avait un moment pendant la saison où il l'avait déplacé dans le 4e bloc, Fazzini, parce qu'il avait aussi un très bon début de saison, mais il n'était pas content de son jeu défensif. Et donc, pour y faire comprendre il évolue en mieux comme joueur, il l'avait aussi rétrogradé et il avait rebondi. Et moi, à mon avis, ce qu'il faut, c'est tout simplement qu'il rebondisse. Quoi. On ne peut pas toujours te donner l'occasion parce que l'année passée, tu as fait tant de goals. Mais il y a de la compétition dans cette équipe. Il y a beaucoup de bons joueurs. Donc, voilà, ta place, il faut se battre pour l'avoir. Et il faut la gagner. Un peu comme Benoît hier, finalement. Voilà, le parallèle est trouvé entre les deux joueurs au niveau, évidemment, des performances. Allez, messieurs, des réactions, bien sûr, à l'issue de ce match. On va commencer du côté du HC Lugano. Finalement, comment on explique cette défaite? Moi, je vous propose d'écouter le défenseur Romain Leffel. Romain Leffel, manque pas grand-chose, hein, un but évidemment. C'était dur d'aller transpercer une défense aussi regroupée. Ouais, je pense qu'on a vraiment forcé, on a essayé de shooter de partout et d'amener du monde devant le but pour que ça rentre. Malheureusement pour nous ce soir, il n'y en a qu'un seul qui a voulu rentrer. Il faut continuer sur cette voie, on était sur une bonne lancée. Je pense qu'il ne faut pas tout remettre en question avec le match de ce soir. Lausanne était aussi dans une bonne passe, donc c'était un match intéressant. Je pense qu'il faut continuer sur cette voie. On a montré du bon hockey ce soir. On n'a pas été acculé dans notre zone comme ça a pu être par le passé. Donc il faut qu'on continue et qu'on sache qu'on peut encore mieux faire. Si je vous comprends bien, à l'extérieur, ça a de la peine de tourner une seule victoire, mais quand même, ça va mieux. Oui, ça va mieux. On l'a montré avec les 3 derniers matchs, en gagnant 2 fois Davos, 1 fois Berne. Maintenant, ça c'est derrière nous. Il faut progresser et il faut prendre ce que nous a donné le match de ce soir contre Lausanne. Et je pense qu'il y a pas mal de bonnes choses. Il y a certes des choses à travailler, mais je pense qu'il y a pas mal de positifs et il ne faut pas qu'on baisse la tête et qu'on continue parce qu'il y a déjà demain Zurich on attend Zurich à la maison. Merci bien. Merci. Du positif, en tout cas, dans les propos de Romain Leffel. On va garder la manière, finalement, plutôt que le résultat du côté du HC Lugano ce soir. Par contre, du côté de Lausanne, on va prendre le résultat, on va prendre les 3 points en banque. Et surtout, évidemment, on aura forcément le sourire à la suite de cette 4e victoire de suite. On écoute Joël Genazzi. Joël Genazzi, 2-1, un succès quand même compliqué. Il a fallu résister. Ce que vous avez donné pour tenir ce score était assez impressionnant ce soir. Ouais, je pense qu'on s'est bien battu pendant 2 tiers. Puis Bolzi, il joue très bien. Après, je ne sais pas si Lugano joue parfaitement défensivement, qu'ils ne vont pas de faute. On a longtemps pas de powerplay. Je respecte bien les arbitres, mais je ne sais pas si tu joues à la maison que tu n'as pas de powerplay. C'est dur à se battre aussi contre ça, de ne pas avoir l'énergie du powerplay. Et puis je pense qu'on mérite tous ensemble la victoire. C'est une victoire d'équipe. Et puis Bolzi qui joue très bien. 4 victoires consécutives. Bon, il n'y en a pas eu de facile, hein, dans les 4, aucun succès facile. Mais là, on a vraiment la manière dont Lausanne doit jouer pour la suite de la saison. Ouais, je dirais qu'on avait perdu beaucoup de matchs, on n'a pas marqué, mais on a quand même bien joué. C'est pas qu'on était vraiment nuls. C'est clair qu'on avait des situations un peu bizarres, mais ça c'est le sport et on travaille tous les jours dur pour créer cette chance, que ça revient pour nous. Et puis je pense que ça a tourné et puis on savait qu'il faut juste continuer à travailler dur tous les jours et puis un jour on va gagner les matchs. Et puis je pense que c'était aussi un peu la confiance dans l'équipe qu'on avait dans le groupe et puis ouais, on est très content qu'on a pu gagner ce soir. Merci bien. À bientôt. À la définition de la loi de la moyenne par Joël Genazzi, vous l'avez compris. Et parfois, on joue bien, on perd. Parfois, on joue un peu moins bien et on gagne. Allez, on va passer maintenant à la casquette de la soirée. Un score de baby-foot, c'est parti. Ça a été très compliqué pour Davos à domicile face à Zug. Et pourtant, Zug n'avait pas Tobias Stefan dans la cage. C'est Eschiman qui était le portier du côté de Zug. Et vous allez voir que surtout, il a fait la boulette parce qu'après 16 petites secondes, on va le voir, ça va être ouverture de score. C'est simple, c'est l'engagement. Hein. On commence le match là, regardez, on touche pas le puck, Dubois à la rondelle, une longue passe, ça c'est le jeu de Davos, on va mettre de l'intensité, on va mettre de la vitesse. Pauvre Schliemann, il dégage directement Dino Wieser pour le 1-0. Alors, je vous propose de discuter de la boulette entre guillemets de Schliemann après, mais Stéphane, ton avis quand même là? Moi, je comprends pas qu'on ait accordé ce but-là parce qu'on voit vraiment que... Vous allez voir, Wieser, il pousse le puck avec sa main ou sa jambe. En tout cas, pas avec sa canne. Puis en aucun moment, il reprend contrôle du puck avec sa canne. Il passe sa canne par là, elle effleure peut-être sa canne, mais pour moi, il doit clairement avoir une reprise
en contrôle de la rondelle pour accorder ce but-là. Je ne comprends pas la décision, mais ça va être anecdotique. On ne va pas s'éterniser là-dessus parce que vous allez voir la suite. Oui, alors la suite, ça fait mal puisqu'on a parlé de la boulette de Schimann. Que dire de notre ami Inbeck qui est dans la cage du côté de Davos. Inbeck qui va connaître une soirée véritablement cauchemardesque pour lui. Après 2 minutes de jeu, c'est un partout. Schneider, assiste de Wiedersturm et de Rafael Diaz. Avec ce puck qui lui échappe entre les jambes. Et Pierre Carpet. On ne va pas insister. Non, on ne va pas insister non plus, mais c'est entre une crosse zougoise, un patin davosien et finalement ce puck qui finit au fond de la cage. Bref, un début de match un petit peu bizarre. On prend les mêmes et on recommence. Un partout finalement, puck au centre. Et là, il n'y a pas de grande explication. Ça rentre comme dans du beurre finalement. Où étaient les défenseurs? Qu'est-ce qu'ils font les défenseurs de Davos là? Je ne sais pas, mais à mon avis, ouais, ça vient psychologique maintenant quand on voit le placement des gars, la motivation, l'envie. Là, le gardien, c'est pas la faute du gardien sur ce coup-là. C'est pas Chou qui est là, il est en équipe nationale, lui, 70 ans. Alors ça, il faudra qu'on m'explique. Mais... Moi aussi. Bon, voilà. Voilà, on expérimente, quoi. Ouais. Simeone pour le 2-1, la 17e minute de jeu. Et tout de suite, ça casse quelque chose du côté de Davos, puisque peu de temps après, c'est Santeller qui va marquer le 3e. Et on va déjà finir ces 20 premières minutes de jeu. Cyril Pache avec un score de 3-1. Vous êtes à domicile, vous marquez après 16 secondes de jeu. Et finalement, après 20 minutes, vous êtes mené de 2 longueurs. Vous encaissez déjà 3 goals. Quand on sait que vous êtes la moins bonne défense déjà du championnat, ça sent la mauvaise soirée déjà après 20 minutes. Disons que là, je pense que chaque joueur dans cette équipe sait déjà que ce match est perdu et puis qu'il n'y a plus d'espoir après tout ce qu'ils ont vécu depuis le début du championnat. Malheureusement, on sent là qu'ils sont déjà qu'ils sont résignés. En fait, ça leur est arrivé, je pense, 4 ou 5 fois de se prendre vraiment des volées à domicile, quoi, sans être capable de réagir. C'est ça, en fait, le pire, finalement. Oui, Geoffrey. Moi, ce qui me fait souci, c'est surtout le body language des joueurs de Davos. On voit que résignés. Ouais, ils sont résignés, il n'y a pas de révolte. Comme le dit si bien Gilles Montandon, on dirait qu'il porte un piano sur le dos. Regardez la réaction chaque fois qu'ils prennent un goal des joueurs de Davos. Moi, c'est surtout la réaction des Zougois. Les Zougois, à partir du 3e but, regardez, ils marquent des buts. Puis ils se félicitent un peu comme dans la Ligue des montagnes de Châtelloise, on a marqué, les gars, c'est bon. Super. On va pas humilier l'adversaire. Non, mais à ce moment-là, ils ont senti les Davos dépiter, puis ils n'ont pas voulu les humilier. Ils ont festoyé chaque but, mais avec une immense retenue. C'est juste qu'ils se sont félicités. Respect, chapeau. Regardez, ouais, c'est bon, regardez, on ne saute pas de joie, là. C'est bon, les gars, on va rester discrets quand même. C'est trop facile. Non, mais la défense. Non, mais j'aime beaucoup ton concept. Ils n'ont pas voulu les humilier. Ils ont quand même mais pas c'est tué ça, là, OK, mais je veux dire, ils n'ont pas été. Ils ne sont pas lancés dans le plexi. Ils ont enlevé les cannes, mais voilà. Ils ont mal au cœur pour eux. Ouais, à mon avis, on dirait ça. qu'ils ont presque mal au cœur pour eux. Ça. En tout cas, après ce 5-1, il y a un temps mort d'Arnaud Delcourteau qui a été pris et en powerplay 6-1 par Diaz. Santeller était buteur en Marchini. Santeller, Marchini, Diaz. C'est 3 buts supplémentaires marqués 6-1 après 40 minutes de jeu. Et surtout, on garde Inbeck au but et on ne met pas scène. On s'était déjà posé la question quand il avait pris un rouleau. On se rappelait qu'on voyait le gardien faire des grands signes, entre guillemets. On a un gardien de l'équipe nationale qui était sur le banc. Gilles Sen. Cyril? Oui, mais là, c'est Delcourteau qui continue dans sa ligne jusqu'à ce qu'il y ait le grand... voilà, qui est le grand éclat. Un internaute a fait la comparaison avec José Mourinho. José Mourinho qui peut aussi avoir des comportements comme ça où il continue à garder une position qui peut être complètement absurde, même si ça dessert l'équipe, en fait. Vous imaginez 8 buts, 53 goals encaissés avant cette rencontre 61 de ce soir, 61. 26-61 goals average. 26-61, on a quoi? Presque 4 buts encaissés par match? Oui. En moyenne? Oui, puis même pas 2 marqués. Même pas 2 marqués? Non, mais écoutez, c'est catastrophique. C'est presque du jamais vu. Je veux dire, Rapperswil qui vient d'arriver de la Swiss League fait mieux que ça. Garde des adversaires dans une certaine... c'est catastrophique, là, les gars. Il faut vraiment qu'il y ait une... Puis ce soir, si vous regardez dans les gradins, il n'y a personne. Il doit y avoir même pas 2000 personnes à Davos. Malgré ce qu'ils disent avec... Excuse-moi, Cyril. Non, vas-y. Avec ce qu'ils disent de Delcourteau, qu'on ne va pas l'éjecter, machin. Mais je veux dire, si ça continue comme ça, il faudra quand même qu'il prenne des décisions. Parce que je veux dire... c'est pas parce que ça fait 22 ans qu'il est là, ou 21 ans, puis qu'il a gagné 6 titres. Je veux dire, là, on voit que les joueurs sont dépités. Il faudra quand même faire
Alors, je ne dis pas que changer le coach, ça va tout changer, mais il faut quelque chose, quoi. Il faut quelque chose. Ouais, non, ce qui est impressionnant, c'est quand même qu'il y a une qualité de joueurs dans cette équipe qui est incomparable, par exemple, avec Rapperswil. Si on prend Corvi, les frères Vizère, Ambul et compagnie, c'est quand même des joueurs qui ont du vécu, qui ont de l'expérience et qui, même eux, n'arrivent pas à inverser la tendance. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y avait comme une étincelle quand même après le match gagné au tir au but face à Rapperswil, le match où le président avait mis la pression en parlant dans tous les médias, et il gagne sur un penalty sorti de nulle part, à la limite qui n'était pas valable. Enfin, il l'était quand même, on l'a bien démontré. Enfin voilà, c'est quelque chose, quand vous sortez d'une mouise pareille, que vous remportez un match comme ça, Cyril, est-ce que c'est pas là où ça doit souder? La rencontre d'après, vous jouez à domicile, ok c'est Zoug, mais vous en prenez 8, quoi. C'est ça qui est terrible, quoi. Moi, je garde l'image de Enzo Corvi qui marque son penalty et après qui fait signe au public de se taire. Donc, je me dis, quand on est si mal barré dans un championnat, c'est pas non plus la bonne attitude à avoir. Donc, je ne pense pas qu'il y a vraiment une capacité déjà de se remettre en question dans cette équipe et puis de réagir, quoi. Juste une parenthèse vite, parce que je sais qu'on est pressé. Vous êtes Enzo Corvi, vous êtes en fin de contrat, vous êtes en train de négocier. Tous les clubs de Suisse vous veulent. Vous restez à Davos dans ce contexte? Je pense pas. On est d'accord? Donc, ce n'est pas de bon augure non plus pour la suite à Davos. Ok, on a parlé de ce qui se passe mal en ce début de championnat, on a parlé de ce qui se passe bien. La véritable surprise, c'est Langnau. Langnau, Ambry qui devait véritablement se refaire une santé ce soir, qui recevait une équipe en pleine forme, une équipe où tout roule, où les planètes sont alignées, comme dirait un certain Stéphane Rochette juste à côté. Et pourtant, vous pouvez aussi commettre de gros ratés. On va le voir lors des 20 premières minutes de jeu. 0-0 après 20 minutes de jeu en étant powerplay. Une des armes finalement de Langnau, notamment avec un Héroëlo toujours bien inspiré. Et là, Gagnon. Oh, Conan, un petit tour sur lui-même. Mais vous allez surtout voir là, regardez. Hop, on se ramène le puck et pling, et voilà. Dommage, il y avait le patin finalement de Benjamin Krantz. Oui, et c'est comme ça, 0-0. Alors, on arrive en deuxième période et là, attention, on va jouer de la vidéo, comme on dit. Avec tout d'abord un premier but. Là, on ne va pas jouer de la vidéo parce que ça, c'est le genre de tir qu'on apprécie particulièrement. Et celui-là, on se dit, oh, ok, peut-être si on est joueur, Geoffrey Vauclair, on est content de ne pas avoir été sur la trajectoire du tir. De ne pas avoir eu la tête sur la trajectoire. C'est parce ça. que c'était un shoot direct en pleine lucarne. Lardy, ça. Lardy, absolument. Lardy, hein? Lardy. Federico Lardy qui revit du côté dans sa région natale, du côté de Langnau, avec des entraîneurs à qui il a eu beaucoup de succès à Lausanne. Kubalik qui va égaliser. On va aller voir la vidéo. L'arbitre Stéphane, tu nous l'as dit, désigne le but, mais avec un petit temps. C'était pas le bras le plus franc qu'on ait jamais vu. au coude, je pense, là-dessus, parce qu'il va gentiment là-dedans. Voilà, donc à vous de juger. Vous avez le même angle que l'arbitre sur celui-là. Est-ce que le puck traverse vraiment la ligne? Bien malin celui qui peut le dire, je le répète, le plexi et tout ça, vous avez les cordages du filet, vous avez la glace qui n'est pas très nette, la ligne qui est mal découpée, on est en bris pilotage, je vous le rappelle, on est presque dehors. Et ça fait qu'on ne voit pas grand-chose, on est resté avec la décision sur la glace. Un partout, donc dans cette partie, on est toujours à 5 contre 4 et notre ami Kubalik, attention, bim, Alexander Ovechkin, finalement, Cyril Pache, parce qu'on l'aime bien ce Kubalik, hein. Franchement c'est un des joueurs... voilà, c'est une des stars de notre championnat. Ouais, un super joueur. Et puis là, c'est un goal magnifique. En tout cas, moi, j'adore voir des reprises directes comme ça. À l'époque, Julien Sprunger en marquait des tonnes dans la même position, mais enfin sur l'autre côté. Mais voilà, c'est toujours des buts spectaculaires et pas forcément facile à réaliser non plus. Et Ambry qui tourne le match, mené au score 1-0, qui tourne avec 2 pipis et finalement 2-1. Et on va voir une séquence, Stéphane. On a envie d'avoir ton avis là aussi, puisque je crois que c'est Tchatcho qui va relâcher le puck ou bloquer le puck dans sa cage. Ou pas. Est-ce que le puck est rentré ou pas? Il semble que oui, ça a l'air d'être un but L'arbitre fait annulé. signe que non. Il a le sifflet à la bouche depuis le coin. Est-ce qu'il a sifflé avant, en fait? C'est ça la question. Ça, on ne sait pas parce qu'il a le sifflet à la bouche depuis le coin. Il rentre, il a le sifflet dans la bouche, tu ne sais pas. Regardez cet angle-là, vous allez voir que le puck clairement dépasse la ligne. Vous allez voir ici. Oh. Il y a un coup sur la jambière éventuellement du joueur d'Ambry. Le puck est clairement derrière la ligne, sans équivoque. L'arbitre arrive, il fait signe non. Bon, la vidéo fait signe non. Je comprends pas, je n'ai pas d'explication. Je prends un joker sur celui-là.
je suis peut-être aux informations, mais je ne comprends pas notre commentateur David, qui t'a brillamment remplacé pendant ton absence d'ailleurs. Il nous a dit que... Non, c'est vrai. Non. Merci David encore. Merci David Vraiment qui nous a dit qu'il ne comprenait pas non plus. Il est venu à la rescousse et je ne comprends pas non plus. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose, mais si tu as sifflé avant, tu ne vois pas la vidéo. Voilà. Si tu dis j'ai sifflé avant, j'ai sifflé avant. Ça ne sert à rien, la vidéo, tu ne peux pas aller pour un coup de sifflet. Donc, elle est dedans. Est-ce qu'on a pris en compte le coup de canne sur la jambière du joueur d'Ambry? Peut-être. C'est la seule explication que je peux voir. Énigmatique pour moi. Énigmatique, mais on ne saura jamais. On ne saura peut-être jamais. Ça aurait fait 3-1 pour Ambry Piotta si le but avait été validé. On est plutôt en fin de période, 37e minute de jeu. Ça aurait pu être un point tournant du match en effet, parce que la troisième période va virer un petit peu au cauchemar, justement pour les Bianco Blue. On va le voir, puisque c'est véritablement Langnau qui va passer l'épaule par Blazer et par Neukomm, et finalement Pessonen qui va marquer dans la cage vide. On parlait de cet excellent début de saison. On est obligé de faire un parallèle un peu avec Bienne. Bienne, on ne les attendait pas. La saison passée, c'était pareil, on ne les attendait pas. Et on s'est dit à quel moment ils vont caler, à quel moment ils vont caler. Et ils n'ont jamais calé. Ils ont quand même en demi-finale. Ils ont calé en demi-finale. Oui, c'est vrai. Mais ils nous ont surpris. Ah ben, sur une longue période, est-ce que Langnau est capable de faire, j'ai envie de dire, je ferai une biennoise cette saison? Une biennoiserie. Avec le coach qu'ils ont, oui. À mon avis, oui, parce qu'il va toujours être derrière ses joueurs pour essayer d'obtenir le meilleur de chacun de ses joueurs. Ce qui est important de voir aussi ce soir, c'est que, à part le but de Pessonen dans le but vide, les 3 autres goals ont été marqués 2 fois par des défenseurs suisses et puis une fois par un attaquant suisse, qui veut dire que quand même il y a de la qualité dans cette équipe de Langnau. Hein. Je veux dire, ça ne repose pas seulement sur ces étrangers. Puis c'est peut-être un peu le souci d'une équipe comme Ambry qui a beaucoup marqué grâce à Kubalic. Il en a encore marqué 2 ce soir. Et c'est sûrement ça qui va permettre à Langnau de maintenir aussi le rythme, parce que tout le monde est concerné, quoi. Mais moi, je trouve ça super d'avoir Langnau là. Je suis un peu triste que l'Ambry s'en va. Ambry marque le pas, clairement, il manque de profondeur, mais je suis très content de voir Langnau là. Ça change. C'est rafraîchissant de voir une équipe qui va bien au sommet. Langnau, c'est l'année des rouges et jaunes. Hein. Oui, et puis deuxième au classement, on verra tout à l'heure. Oui. J'ai plus à l'esprit l'année du retour en LNA de Langnau, mais ils ont participé qu'une seule fois au play-off, ce qui est quand même incroyable. Et là, si Ehlers se qualifie cette équipe, ça va être incroyable du côté de Lemmental. C'est plutôt pas mal parti, hein, quand même, hein, avec une moyenne de points après par match. On calculera tout ça de toute façon à la reprise après la pause de l'équipe nationale. Voilà, messieurs, on va récapituler les résultats, si vous le voulez bien, de cette soirée. Il y avait 4 matchs au programme. On rappelle la belle victoire du Lausanne Hockey Club. Bien sûr, 4e succès consécutif face à Lugano sur le score de 2-1. Le succès, il y en a eu 2 à l'extérieur. C'est facile. Les Tigres de Langnau, on l'a vu. Et la casquette de la soirée encaissée par Davos face à Zug. Et Berne, j'ai envie de dire, comme attendu, succès 3-1 face à Rapperswil. 3 clubs bernois qui trustent les premières places. Bienne qui n'a pas joué. Un match de plus, Langnau et Berne. Faites le calcul, on pourrait avoir en tout cas 2 co-leaders entre Bienne et Langnau, et puis Berne juste derrière, Zug aussi. Fribourg-Gotteron qui fait aussi une bonne opération, tout comme le Lausanne Hockey Club. Les clubs qui joueront bien sûr demain, et puis Genève-Servette, très entendu au niveau du match, même si Davos, ça se corse terriblement, et Rapperswil, on n'en parle même pas. On jouait également en Swiss League. Hein. Il y avait une soirée complète de Swiss League. On va découvrir ensemble les résultats de cette soirée. Cloton qui s'est imposé face à Turgovie sur le score de 5-3, succès à l'extérieur de Langenthal face à Zug Academy 4-2. Viège qui s'est imposé sur la glace d'Olten, joli succès. 3 défaites consécutives. 5-3, oui, en effet, qui marque un petit peu le pas, qui connaît une série difficile. La victoire étriquée quand même de la joie 6-5 du côté des Getseka Lions. Il y a des soirées comme ça. Et puis la Chaux-de-Fonds, le leader, qui s'impose du côté des Ticino, Roquette, là aussi le classement. On a le sourire avec la Chaux-de-Fonds leader, 35,5 points d'avance sur le duo Langenthal Ajoie. Et puis Viège, on l'a dit, qui remonte. Viège, Olten, Cloton, 6e. C'était les 6 équipes, pas forcément dans cet ordre-là, mais qu'on attendait finalement de truster les premières places dans ce championnat. Prochain studio, c'est demain, c'est la dernière grosse soirée de hockey sur glace, bien sûr, avant la pause de l'équipe nationale. La Deutschland Cup que vous pourrez suivre, bien sûr, sur MySports. On vous donne rendez-vous demain avec la rencontre entre Rapperswil, justement, et Fribourg-Gotteron. Merci Geoffrey, merci beaucoup Cyril, Stéphane, à demain, en pleine forme. On sera là, comme d'hab. Oui, on sera là. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye.
Ciao.